D'autres styles de garde moins traditionnels, par exemple le concept de garde conjointe. Pour en parler, mes invités aujourd'hui, Corinne Logia, qui est étudiante journaliste, Stéphane Ditchev, que vous avez dû connaître au travers des médias, et Alain Boutier, qui s'occupe d'SOS Enfants du divorce. Tout de suite, je vous le dis, au 76 58 6000, si vous avez des avis ou des questions à poser à mes invités, vous nous appelez à partir de maintenant. Alain Boutier, je vous propose de présenter nos deux autres invités, puisque on vous connaît déjà sur Radio France Héros. Nous nous étions rencontrés il y a quelques mois au cours d'une émission qui avait rencontré beaucoup de succès, puisque vous aviez eu beaucoup de gens qui vous avaient attendu à la sortie 9 rue de la République de Radio France Héros. Aujourd'hui, je propose que quand même les gens puissent se manifester au standard, au 67 58 6000. Corinne Logia, étudiante en journaliste, qui est cette demoiselle charmante de surcroît? Eh bien, c'est une histoire très simple et je pense qu'il peut être intéressante pour tous les auditeurs. L'association SOS Enfants du divorce s'est montée sur Avignon il y a un peu plus de 2 années. Et les contacts que nous avons pris nous ont amenés à rencontrer les milieux journalistiques. Les milieux journalistiques nous ont transportés dans les milieux universitaires. Et sur Avignon, nous avons pris contact avec l'école des jeunes journalistes. Et cette école, justement, était en cours d'étudier les problèmes que pose la garde d'enfants dans les divorces. Et donc, c'est sur ce sujet que Corinne Logia, qui est donc future jeune journaliste et en correspondance directe avec les médias, c'est Corinne qui nous parlera de ça au niveau des enquêtes qu'elle a pu faire. Et puis, nous avons Stéphane Ditchev, qui vient de Paris, qui est descendu de Paris dans le week-end, malgré la grève de train. Oui, Stéphane a eu beaucoup de problèmes pour arriver à l'heure aujourd'hui. Je crois même qu'il a passé des moments difficiles d'attente sur les rails. Mais Stéphane sort de moments qui sont relativement difficiles et mouvementés sur Paris, mais il est là pour parler d'une manière précise de ce qui est le concept de la garde conjointe, de ses applications dans le système judiciaire ou au niveau des procédures, et de la façon dont il faut le comprendre chez les pères et les mères. Voilà, le divorce, les conceptions nouvelles du divorce, le rapport du père à l'enfant, le rapport légal du père à l'enfant. L'enfant a-t-il droit à ses deux parents, puisque c'est aussi le titre du dossier qu'a réalisé Corinne Logia, la garde conjointe, toutes ces modernités qui interviennent et qui essaient d'intervenir dans la législation du divorce sur Radio France Héros aujourd'hui. Et pour vous, au 67 58 6000, si vous avez des avis ou des questions à nous poser. Première chanson sur la séparation, un peu mélo, Reggiani. Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on reste tous les deux, on va bien jouer ensemble. On est là tous les deux, seuls. Ce soir, elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Elle écrira demain, peut-être, nous aurons une lettre. Il pleut sur le jardin, je vais faire du feu. Je n'ai pas de chagrin, on est là tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires, il était une fois. Il pleut dans ma mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires, mais il fait un peu froid ce soir. Une histoire de gens qui s'aiment, une histoire de gens qui s'aiment. Tu vas voir, ne t'en va pas, ne me laisse pas. Je ne sais plus faire du feu, mon enfant, mon amour. Je ne peux plus grand-chose, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on est là tous les deux, perdus parmi les choses, dans cette grande chambre, seul. On va jouer à la guerre et tu t'endormiras. Ce soir elle ne sera pas là, je ne sais plus, je ne sais pas. Je n'aime pas l'hiver, il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien à faire.
qu'à jouer tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois, je n'ai plus de mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires, mais il est un peu tard ce soir. L'histoire de gens qui s'aimaient et qui jouèrent à la guerre. Écoute-moi, elle n'est plus là. Non, ne pleure pas. Chaleur, tendresse, douceur, amour, des vagues de sentiments, des plages de rêve, 13h30, 15h30, les après-midi de thé, avec Tali Frugès, du lundi au vendredi, sur Radio France Héros. Voilà, une chanson de Reggiani triste mais très belle pour illustrer la séparation. Rassurez-vous, je vous en ai choisi des plus rigolotes tout à l'heure, vous verrez. Et même des chansons clin d'œil comme celle d'Alain Souchon, Les papas des bébés. Puisqu'aujourd'hui nous parlons de la séparation, nous parlons de l'enfant dans la séparation. Je crois que justement ce genre de déchirement dont parle Reggiani, c'est quelque chose que vous voulez éviter, vous, Alain Boutier, au niveau de SOS Enfants du divorce. Oui. Je peux dire oui, le déchirement. Il s'agit du déchirement de l'enfant. C'est évidemment pas le procès du divorce, c'est pas le lieu pour le faire. Et puis, c'est surtout ce qui concerne l'enfant dans les situations de rupture. Alors, comment pourrait-on éviter certains types de déchirements légaux et j'allais dire législatifs, en modernisant par exemple un petit peu les lois ou en essayant de développer certaines choses qui existent déjà, Stéphane Ditchev? Oui, effectivement, la loi n'est pas toujours très adaptée et certainement il faut la réadapter. D'ailleurs, il en est question actuellement dans les instances ministérielles. Néanmoins, actuellement, les parents peuvent, s'ils le souhaitent, arriver à quelque chose. Encore faut-il qu'ils le souhaitent, c'est-à-dire arriver à un résultat positif pour que l'enfant puisse bien vivre la séparation de leurs parents. Je rappelle que vous pouvez nous appeler au 67 58 6000 si vous avez des questions à nous poser. Concrètement, comment ça se passe aujourd'hui quand on divorce et qu'il y a des enfants? Quels sont les différents types de gardes qui sont proposés? Quelles sont les différentes possibilités? Oh bien, c'est assez bref à résumer, puisqu'il y a à peu près 3 positions. Il y en a beaucoup plus, en fait, parce que ça dépend des attitudes de chaque parent et des circonstances de vie. On ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais il y a à peu près 3 tableaux. Il y a 3 tableaux. Vous avez l'enfant qui vit chez sa mère. La décision de justice va le poser en habitat permanent chez sa mère. Vous avez l'enfant qui va vivre quelque part ailleurs que chez ses parents. Et puis vous avez l'enfant dont on va discuter en permanence, c'est ce qui se passe actuellement, dont on va discuter en permanence une sorte de propriété. Et c'est un petit peu le sujet dont on voudrait parler, mais en y apportant peut-être des solutions. Et à ça, il y a des solutions. C'est marrant parce que vous m'étonnez, vous parliez de 3 cas. Vous avez commencé par l'enfant qui vit chez sa mère. J'attendais de façon très logique l'enfant qui vit chez son père et éventuellement l'enfant qui vit ailleurs, chez d'autres personnes. La garde à la mère, c'est la garde qui est le plus fréquemment accordée, sur des critères que l'on peut comprendre, évidemment, qui sont, quand les enfants sont jeunes, la maternité, le rapport à la mère, etc. Vous, ce n'est pas essentiellement la garde à la mère que vous contestez, c'est le droit, en fait, au père de pouvoir lui aussi prendre ses responsabilités par rapport à l'enfant. Est-ce à dire que dans le système législatif ou dans la société d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment reconnu, les droits du père? Mais d'abord, il faudrait parler peut-être de ce que vous aviez dit, c'est-à-dire du concept de garde conjointe. C'est un des remèdes au problème du déchirement de l'enfant. Bon, sur ce point, Stéphane Ditchev peut s'exprimer. Et Corinne Logia, qui est là, pourra dire comment c'est ressenti au niveau des parents. Parce qu'il y a une position de ce qui est la garde conjointe en justice et une position de ce qui est la garde conjointe chez les parents. Il faut comprendre ça. Alors, premièrement, la garde conjointe en justice, qu'est-ce que ça signifie, Stéphane Ditchev? Je vais peut-être donner pas deux exemples, mais 2 façons de voir. D'une part, peut-être quelque chose qui est très théorique, et puis quelque chose qui est une façon de voir plus pratique. Alors théoriquement, la garde conjointe, on peut la voir de 2 façons. C'est-à-dire d'une part, un concept de responsabilité
c'est-à-dire qu'on est responsable de son enfant même si on est loin de lui. C'est-à-dire, par exemple, vous qui êtes journaliste, on vous envoie faire un reportage à Paris ou à Lille. Si vous avez un enfant qui, pendant quelques jours, reste à Montpellier, vous êtes un parent à part entière, vous restez responsable de votre enfant, même à 1000 kilomètres. Et le second concept de l'autorité parentale, c'est le concret, c'est le quotidien, chaque jour, comment on s'en occupe. Et il est vrai que si vous êtes à 1000 kilomètres de votre enfant, ça sera un petit peu difficile de l'emmener le matin à l'école, le récupérer à 4h30, etc. Oui, donc l'autorité parentale, c'est cela. Donc la garde conjointe, c'est une expression contractée qui veut dire que même si les parents sont séparés, on exerce cette autorité parentale dont un des attributs, la garde, on l'exerce conjointement. Bon, alors ça, je veux bien le comprendre sur le plan du concept. Les parents se séparent. Admettons que l'enfant aille chez la mère. Admettons le cas le plus classique. L'enfant va chez la mère. L'autorité l'autorité parentale du père est reconnue. Mais si la mère habite à, je sais pas moi, 300 km ou 400 km de l'endroit où habite le père, comment ça peut se manifester concrètement? Parce que la garde conjointe, ça ne signifie pas un partage du temps de l'enfant quand même. Cela peut signifier beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a deux choses. Une responsabilité qui s'exerce même si on est loin. Je veux dire, mais c'est une responsabilité un petit peu abstraite. Mais concrètement, comment ça peut se passer? Ça, c'est la deuxième chose. Alors, dans le concret, lorsque les parents sont éloignés, je vais peut-être donner un exemple, mais il faut quand même souligner que rarement, au moment, même jamais, théoriquement, au moment de se séparer, ils sont éloignés. Au moment où ils se séparent, ils sont encore ensemble. Donc, le cas de l'éloignement est déjà un cas d'exception qui arrive et qu'on retrouve assez souvent dans la mesure où l'un des parents veut s'éloigner la plupart du temps volontairement pour couper les ponts, pour créer une distance, justement, avec l'autre parent. Alors, on imagine simplement que ça puisse arriver lorsqu'au moment du divorce, on se porte pas forcément l'un l'autre dans la meilleure estime. Oui, et cela arrive. Mais lorsqu'on habite l'un proche de l'autre, eh bien, l'idéal, c'est lorsque les parents habitent dans un même milieu de voisinage, sur la même ligne d'autobus, pour que l'enfant puisse un petit peu circuler chez les deux parents sortant de l'école, et il a ses deux chambres, ses lieux, ses affaires, ses jouets, ses livres, etc. Et lorsque les parents sont éloignés, là, il y a un problème. Alors, je dirais d'une façon mauvaise que la meilleure solution, c'est qu'ils puissent se rapprocher, s'ils ont conscience tous les deux que l'enfant ou l'intérêt de l'enfant fait qu'il faut que les deux parents soient proches. Mais lorsqu'ils sont un petit peu éloignés, on trouve des solutions. C'est-à-dire des solutions pour que, plus ou moins bien, plus ou moins mal, l'enfant puisse vivre avec l'un avec l'autre, en jouant surtout sur les jours où il n'y a pas scolarité, dans la mesure où il vaut quand même mieux que l'enfant soit à la même école à longueur d'année quand même. Et dans ce cas-là, on retombe dans le système de la garde à l'un et des vacances chez l'autre, en fait. Oui, mais pas tout à fait. Parce que quand vous dites on retombe dans le système, etc., cela veut dire qu'on retombe dans ce qui existe actuellement. Or, les habitudes judiciaires, et depuis quand même quelque temps, c'est que l'un est l'enfant, on pourrait presque dire, dans la totalité avec lui, dans la totalité du temps, et l'autre, et là on va faire une soustraction, l'autre a l'enfant avec lui un week-end sur deux et la moitié des vacances. Or, on constate que les parents qui voient que l'enfant manque d'un des deux parents, celui qui est donc éloigné, mettons à 300 km pour reprendre votre exemple, peut peut-être le voir plus que la moitié des vacances. Il est de plus en plus fréquent et les juges actuellement se sont ouverts à ces nouvelles formules pour que, par exemple, l'enfant soit avec l'autre la totalité des vacances. Oui, mais alors c'est déjà très important. C'est très dur pour la personne qui garde l'enfant, qui ne voit finalement son enfant que quand elle travaille, et donc dans des conditions qui ne sont pas favorables. Je me mets à la place d'une mère qui garde son enfant pendant qu'elle travaille, et j'imagine qu'elle a peut-être aussi envie de s'occuper de son enfant en période de vacances. Oui, mais elle aussi, différente. si elle travaille aussi pendant les périodes des vacances scolaires. Je parle des petites vacances. Oui, je parle des petites vacances, évidemment. Faut pas oublier que des petites vacances, il y en a quand même tous les mois. Ça revient assez facilement. Mais, je le répète, la meilleure solution pour résoudre ce problème-là, lorsque les deux parents veulent s'occuper de l'enfant, et évidemment, lorsque l'enfant a besoin de ses deux parents, qui pour nous est un a priori, il est vrai qu'il vaut mieux habiter le même voisinage.
Stéphane Ditchev, on va reparler du concept de la garde conjointe. Je vous ai choisi une chanson anti-séparation, en fait, vous allez voir, d'une façon un petit peu humoristique. Ça parle de peinture des murs et de tapisseries qui s'arrachent. Ça s'appelle La Nouvelle Vie. C'est une tentative pour essayer de revivre ensemble, comme vous le disiez tout à l'heure. Évidemment, généralement, ça ne marche pas. Et puis, c'est pas forcément ce que je vous conseille, c'est simplement une illustration, bien sûr. Michel Jonas. La peinture des murs se détache, tu vois, on pourrait se détacher aussi du doux foyer qui nous rattache et du plafond qui noircit. Nous sommes toujours une seule personne, tous les deux dans le même pays. Mais la cloche des années sonne, allons chercher la nouvelle vie. Il y aura un feu d'artifice, il y aura des cuirs rafraîchis pour les plaisirs qui nous trahissent et pour les amis qu'on oublie. C'est ni au Liban sous les airs, ni sur le mont Sinaï. C'est ici si on se décide, et c'est maintenant la nouvelle vie. Maintenant que la vie commence, maintenant que les gosses ont grandi, c'est fait, d'accord, on la commence, on y va pour la nouvelle vie. Ça y est, plus rien ne nous arrête, ça y est, c'est tout réfléchi. On fume juste une cigarette et en avant pour la nouvelle vie. On fume juste une cigarette et en avant pour la nouvelle vie. Michel Jonas, La Nouvelle Vie. On parlait de cette garde conjointe qui est un nouveau concept, en fait, dans la législation du divorce. Nouveau concept qui date de quand, Stéphane Ditchev? Qui est relativement récent, qui date de peu d'années seulement, et encore, on pourrait presque dire la première garde conjointe date peut-être d'une dizaine d'années, hein. Sauf que ça s'appelait pas forcément comme ça. Bon, enfin voilà, les essais, ça date d'une dizaine d'années, et cela est vraiment, je dirais, institutionnalisé depuis, sans que cela soit beaucoup pratiqué d'ailleurs, hein, institutionnalisé depuis 2 arrêts de la Cour de cassation qui datent de 3 ans. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui est paradoxal dans cette idée de garde conjointe, c'est que ça suppose que les parents s'entendent bien. Or, si les parents s'entendent bien, à la limite, il n'y a pas besoin de législation pour se partager l'enfant. On voit très bien que des parents qui s'entendent bien arrivent à prendre en compte l'intérêt de l'enfant. L'enfant n'est plus l'objet d'un chantage, en fait. Et bon, que ce soit légiféré ou pas, finalement, chacun voit un peu son enfant comme il veut. Or, si les parents s'entendent pas bien, il va y avoir querelle, et donc personne ne va vouloir pratiquer la garde conjointe, et généralement pas la mère. Et dans ce cas-là, ça tombe à l'eau, votre histoire. Oui, il y a quelque chose qui est un petit peu dommage. L'obstacle à la garde conjointe, oui, Stéphane aurait aimé parler, je le comprends. Moi, je vois la presse locale, régionale réagir souvent contre peut-être les pères qui s'intéressent à leurs enfants d'une façon tout à fait normale et spontanée, comme... Bien sûr, il ne faut pas généraliser, on le dit souvent, mais le comportement d'un papa qui va chercher son gamin à l'école, Stéphane en a parlé, etc., ce sont des pères qui s'intéressent normalement à leurs enfants. Dans ces situations de rupture, ils vont vouloir concourir à une forme d'autorité parentale partagée avec la mère de l'enfant, essayer de conquérir
une acception de la garde conjointe dans la procédure ou dans le cœur de la mère de l'enfant, et on va dire d'eux qu'ils compliquent la situation dans leur divorce. Je pense que là, on va pouvoir peut-être demander à Corinne de s'exprimer là-dessus, parce que c'est grave. Oui, ça, on verra les raisons pour lesquelles ce concept de garde conjointe est parfois réfuté, mais j'aimerais bien que vous répondiez à ma première question. À savoir, ça ne marche finalement que quand les gens s'entendent bien. Non, je ne pense pas. Mais malgré tout, même lorsque les gens s'entendent, encore faut-il que ce contrat de séparation, ce contrat de divorce, corresponde à une réalité. C'est-à-dire que lorsqu'ils s'entendent, nous pensons qu'il est très utile qu'il soit écrit, puisque question divorce ou garde d'enfants, ça passe toujours un petit peu par la justice, par des décisions. Eh bien, encore faut-il qu'il soit écrit, que les deux parents puissent exercer cette co-responsabilité. Et cela nous paraît essentiel. Que ce contrat soit noir sur blanc, et cela peut-être renforcer justement cet esprit de co-responsabilité pour les deux parents. C'est une garantie Donc, quand ils légale, s'entendent, en fait. Non, c'est peut-être même au niveau du symbolique, mais il est important que cela soit marqué. Et aussi important, et c'est pour ça qu'on voudrait que cette expression de garde conjointe, tout au moins d'exercice conjoint d'autorité parentale, soit inscrite dans la loi, parce que cette question est autant importante que la réforme de 1970 sur l'autorité parentale. Vous savez sans doute qu'avant 70, lorsque les gens étaient mariés, pour un couple, seul le père exerçait l'autorité parentale. Oui, c'est vrai que ça a été inversé. Et les femmes ont dit, et elles avaient totalement raison, et aux côtés de femmes, il y avait beaucoup d'hommes qui disaient « Mais oui, il faut changer cette loi-là, parce que il faut que dans le couple, il soit dit et écrit que les deux puissent exercer l'autorité parentale. » Mais pour reprendre votre expression, en vérité, cela n'a rien changé pour ceux qui s'entendaient. Eh bien si, cela a quand même changé, qu'il était marqué dans la loi que les deux parents sont co-responsables, ils sont en quelque sorte des coparents. Eh bien, cela a contribué à impulser cet esprit de co-responsabilité, et le fait qu'il y ait eu une impulsion dans ce sens peut, nous le pensons, régler en partie, y compris les cas où le conflit est naissant. De toute façon, c'est bien connu que quand une loi est votée, parfois elle est en avance sur les mœurs et les mentalités, et ensuite elle influe sur les mœurs et les mentalités. On peut donc penser qu'à partir du moment où cette loi a été votée, les mentalités vont aller dans ce sens-là. Mais je reviens à ma question, quand les parents ne s'entendent pas, personne ne propose la garde conjointe. On sait très bien que quand les parents ne s'entendent pas, l'enfant devient un enjeu. Un enjeu, vous parliez de coparents, ça devient une propriété, et les copropriétaires ne s'entendent plus. Alors dans ces cas-là, comment ça se passe ? C'est juste, c'est pour ça que vous avez raison d'insister sur la question. Nous pensons que tout est dans le niveau d'incitation. Tant que, et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de juges, par exemple, qui disent nous ne pouvons décider une garde conjointe que si les parents sont d'accord, c'est-à-dire ne sont pas en conflit. Hein. Sinon, c'est évident que ça va poser plein de problèmes. Attendez, mais cette expression même crée un petit peu le conflit quelque part, parce que si l'un des parents sait qu'il suffira qu'il dise qu'il n'est pas d'accord ou qu'il est en conflit pour avoir la garde de l'enfant, il pourra peut-être le dire, et c'est là seulement que l'enfant devient un enjeu. Tandis que si l'un des parents vient devant le juge en disant « je ne suis pas d'accord », etc., mais que le juge lui répond « Madame, monsieur, vous avez fait un enfant à deux, vous avez pris des responsabilités, vous l'avez élevé à deux jusque maintenant, vous devez continuer parce que votre enfant en a besoin. Vous ne croyez pas que cela peut changer et justement atténuer le conflit naissant ? C'est possible, mais c'est possible aussi que les gens soient déjà au départ opposés l'un à l'autre et ne s'en servent pas forcément comme stratagème. Oui. Je vous propose d'essayer de voir ensuite pourquoi ce concept de garde conjointe et pourquoi ce concept est en fait très peu utilisé, et quels sont les blocages par rapport à ça. Mais je vous ai choisi une chanson très rigolote qui est extraite d'un spectacle qui a été mis en scène par Victor Lanoux et qui s'appelle « Moi j'aime pas les papas ». Ce n'est pas le titre de la chanson s'appelle « Il m'appelait maman » et c'est chanté par Dominique Dimet. Il avait je ne sais quoi d'intéressant. Il m'avait beaucoup plu sur le moment. C'était le genre costaud, blouson de cuir et moto, qui c'est sûr aimerait devenir un héros. Mais le plus surprenant quand on s'est rencontrés, il m'appelait maman à tout bout de champ. Sa libido tombée, il redevenait bébé. Fallait le cajoler, surtout lui répéter que non, au grand jamais,
je ne le quitterai. Nos folles nuits d'amour, si je m'en souviens, je mordais très très fort le traversin. Quand il était sevré d'amour et de baisers, il se tournait en douce pour pas recommencer. C'est là que je l'ai surpris en train de sucer son pouce. Il m'appelait maman à tout bout de champ. Sa libido tombée, il redevenait bébé. Fallait le cajoler, surtout lui répéter que non, au grand jamais, je ne le quitterai. Hier on a fêté ses 60 ans. Il a eu un nounours tout en poil blanc. Puis on a regardé un dessin animé. Comme il y avait des méchants, il s'est mis à pleurer. Je l'ai pris sur mes genoux et tout en le berçant, il m'appelait maman à tout bout de champ. Sa libido tombée, il redevenait bébé. Fallait le cajoler, surtout lui répéter que non, au grand jamais, je ne le quitterai. Moi qui rêvais d'un homme, d'un vrai, d'un dur, je me trimballe une patte molle, 15 ans que ça dure. Adieu mon grand héros, prince de Colorado, à la poitrine musclée, aussi fort qu'un taureau. Je suis définitivement la maman de mon bébé. Il m'appelait maman à tout bout de champ. Sa libido tombée, il redevenait bébé. Fallait le cajoler, surtout lui répéter que non, au grand jamais, je ne le quitterai. Il m'appelait maman à tout bout de champ. Sa libido tombée, il redevenait bébé. Fallait le cajoler, surtout lui répéter que non, au grand jamais, je ne le quitterai. Il m'appelait maman, extrait de Moi j'aime pas les papas, Dominique Dimé. Nous avons un nouvel invité qui s'appelle Christian Martin, qui vient d'arriver, qui est membre de SOS Enfants du Divorce. Bonjour. Bonjour. Vous, c'est intéressant d'avoir un membre comme ça. Vous vous êtes inscrit à membre SOS Enfants du Divorce. Pourquoi? Pour quelle raison? Alors parce que personnellement, d'abord, j'avais des problèmes au sujet justement de la garde de mes enfants. Et que comme j'ai appris qu'une association s'en occupait, j'ai pris de suite contact avec M. Boutier, ici présent, qui m'a très bien reçu. Et il vous a très bien reçu. Il a été poli, gentil et tout. Il a été surtout très conscient des problèmes qui se posent. Alors concrètement, ça serait intéressant de voir un exemple concret, si ça ne vous ennuie pas d'en parler. Quel type de problème avez-vous rencontré, vous, en tant que père divorcé ou en train de divorcer? Alors bien, mon histoire est très simple, c'est-à-dire qu'un jour, j'ai eu des enfants, un petit garçon et une petite fille. Et par la suite, donc, notre couple, pour des raisons diverses, s'est disloqué. Ma femme, donc, a eu la garde des enfants très facilement. Vous étiez d'accord? Au départ, bien sûr. Au départ, parce que bien mes enfants étaient très jeunes et j'estime que c'était logique qu'ils soient élevés par leur mère, surtout dans des âges très, très jeunes, comme 1 an et 2 ans et demi. On en parlera tout à l'heure de ça. Ensuite... Alors comment ça se passait? Vous aviez donc un droit de visite, c'est ça? Un droit de visite que j'estime qui est déjà assez limité, c'est-à-dire une fois tous les 15 jours, la moitié des vacances scolaires, enfin ce qui est classique. Et j'estime que c'est insuffisant, surtout quand les enfants sont très jeunes. Par la suite, le conflit s'est altéré, surtout à cause justement de ces procédures judiciaires. Le parquet, entre autres, enfin tout ce qui est afférent à la justice n'arrange pas les choses dans ce genre de conflit. Bon alors, venons-en au but. Vous avez eu recours à un membre de SOS Enfants du Divorce parce que vous n'arriviez pas à voir vos enfants ou parce que vous ne les voyez qu'une fois tous les 15 jours et la moitié des vacances scolaires? Parce que ça, au départ, c'est ce que vous aviez accepté. Bien sûr, c'est-à-dire, sinon, c'est ce qu'on m'a obligé d'accepter parce qu'on n'a pas trop le choix, les pères, dans ce genre de conflit et dans ce genre de procédure. Et ensuite, les mères utilisent donc ce droit et à la fin, ça devient un pouvoir. Un pouvoir qui est même, à mon avis, déplacé, et tout ça en toute impunité et avec l'aide de la justice. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire qu'on peut employer à partir de là tout ce qu'on veut pour essayer d'éloigner le père de ses enfants. C'est-à-dire que le jour où vous venez, il n'y a personne? Ah non, il y a toujours quelqu'un, parce que sinon elle sera en faute. Mais par contre, on peut très bien m'empêcher de voir mes enfants, me disant qu'ils sont malades,
avec des faux certificats médicaux, par exemple, ou tout simplement parce que j'arrive avec un quart d'heure de retard. Ah oui, parce que la loi définit les horaires de visite très précisément. À la seconde près. Oui. Donc vous arrivez, vous êtes dans les embouteillages, vous avez un quart d'heure de retard. Si j'ai un quart d'heure de retard, je ne peux pas. Approchez-vous du micro. Je ne peux pas prendre mes enfants, ça, c'est certain. Mais... Et si par contre j'arrive à l'heure, à ce moment-là, on me sort un certificat médical de complaisance et avec ça, je ne peux absolument rien faire. Et vous vous êtes trouvé donc coincé et ne voyant pratiquement plus vos enfants. Voilà, alors ça provoque forcément chez le père un dysfonctionnement psychologique, c'est tout à fait normal. Et normalement, disons qu'il considère que la justice devrait le protéger. Au début, j'ai agi dans ce sens-là. Et la justice, en général, justement, ne s'en préoccupe pas du tout. Et au contraire, fait tout pour créer des tensions. Les tensions, évidemment, arrivent. Un homme, un père ne se laisse pas faire, ce qui est quand même normal. Et agit alors après à sa manière. Et là, à ce moment-là, évidemment, il tombe de nouveau sur le carcan judiciaire. Et son droit de visite est chaque fois de plus en plus repoussé, limité. Il est certain qu'au début, il réagit mal, c'est normal. Et suite à ça, à partir d'un certain moment, on lui supprime pratiquement son droit de visite. Ce qui a été votre cas. On me l'a supprimé pendant 3 mois. Voilà, c'était un témoignage. Je vous rappelle qu'au 67 58 6000, vous pouvez nous appeler si vous avez des questions à nous poser. Nous revenons sur ce concept de droit conjoint. Nous revenons sur ce concept de droit conjoint après une chanson de Renaud, qui est une belle illustration de la garde des enfants. Cette garde pour laquelle vous vous battez, mais vous allez voir, qui parfois pose des problèmes aux parents qui l'ont. Il faut que je réponde. Samedi soir, on est viré, on a confié la gamine à la gonzesse d'à côté, la voisine. On lui a dit tu peux manger, il y a des œufs dans le frigidaire, tu peux regarder la télé, il y a Drucker. Réponds pas au téléphone, sauf si on te téléphone, puis surtout t'ouvres à personne si on sonne. Si la petite elle fait la foire, tu lui racontes une histoire, si la soif tu la fais boire, mais pas trop. Babysitting blues, c'est le blues de maman, papa, qui s'en vont puis qui assument pas. C'est le blues de papa, maman, le feu à l'appartement, ceci, cela. La voisine est étudiante, mais elle est quand même gentille. Elle prépare une thèse sur Kant et Martrali. Elle a monté ses affaires, ses lunettes et son cartable, posé son gros dictionnaire sur la table. Il n'y avait pas beaucoup d'images, ma gamine n'a pas aimé, lui a arraché toutes les pages sans se presser. C'était plutôt mal barré, entre la grande et la petite, c'était pas vraiment branché sur le même prix. Babysitting blues, c'est le blues de maman, papa, qui s'en vont puis qui assument pas. C'est le blues de papa, maman, qui s'emmerde au restaurant puis s'assoit. La petite a voulu manger, l'étudiante lui a dit bon, je vais préparer une purée au jambon. Ma fille a dit il a du gras, a foutu l'assiette par terre. C'est normal, elle aime pas le gras, elle aime que son père. Et ta purée elle est caca, je veux une omelette aux œufs et un grand verre de coca ou même deux. Le babysitter excellé, il a un chocobène, un yaourt pas très sucré, puis une baigne. Babysitting blues, c'est le blues de maman, papa, qui s'en vont puis qui assument pas. C'est le blues de papa, maman, qui balise en attendant la fin du repas. Bientôt craquer, déjà elle veut plus d'enfants, s'écroule devant la télé, pas longtemps. Ma gamine arrive en pleurs, veut voir une cassette maintenant, celle des Schtroumpfs et leur bonheur écœurant. Puis qu'après on lui raconte une histoire où il y a des loups, une princesse et puis un monstre et c'est tout. La babysitter revient, et seulement après Drucker, ma gamine y colle un pain par derrière. Babysitting blues, c'est le blues de maman, papa, qui s'en vont puis qui assument pas. C'est le blues de papa, maman, qui se demande si en rentrant ça ira. Samedi soir, ça a baigné, on a paniqué pour rien, la petite avait assuré plutôt bien. Elle bouquinait dans sa fiole, la critique de la raison pure, trouvait ça presque aussi drôle que Bellure. La grande dormait comme un veau, il a fallu la réveiller en lui jetant des seaux d'eau bien glacés. Mais
parti en titubant, puis ça m'a coûté 10 sacs. Les babysitters maintenant, quelle arnaque. Babysitting blues, c'est le blues de maman, papa, qui s'en vont puis qui assument pas. C'est le blues de papa, maman, le feu à l'appartement, ceci, cela. Babysitting blues, c'est le blues de maman, papa, qui s'en vont puis qui assument pas. C'est le blues de papa, maman, le feu à l'appartement, ceci, cela. Voilà, c'est une chanson très rigolote sur les parents qui ont la garde des enfants et qui parfois rencontrent certaines difficultés. L'exemple de Christian Martin est un exemple assez intéressant. Il a adhéré à membre de SOS Enfants du divorce en payant une pension alimentaire, on peut le dire, de 12 000 francs et en n'ayant plus le droit de voir ses enfants. Comment ça s'est passé du côté de SOS Enfants du divorce? Je crois qu'il faut quand même préciser que vous recevez des pères qui réclament le droit de visite pour leur enfant, mais également des mères, parce que il faut quand même dire aussi que parfois la garde va au père et vous avez des mères dans la même situation. Absolument. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans ces cas-là? Absolument. Et d'ailleurs, je crois que pour poursuivre ce qu'a dit Monsieur Christian Martin, il faut que je dise aussi que ce genre de situation se produit moins souvent, mais aussi pour certaines mères qui se trouvent un peu détachées du contact, des possibilités de contacter leur enfant. Il faut poser la question qui est complète, si vous voulez, parce que celui ou celle à qui est confiée la garde d'enfant, celui ou celle, c'est-à-dire le père, la mère, un des deux parents, se conduit souvent comme si l'autorité du magistrat, de la justice, lui donnait aussi de pouvoir. Véritablement, il faut insister là-dessus, le pouvoir de faire comme si l'autre parent n'existait plus. Je crois que c'est à peu près toutes les confidences qui me sont faites sont là, je voudrais continuer. Comme si la notion de garde devait entraîner automatiquement l'interdiction à l'enfant de continuer ses relations avec l'autre parent. Alors, on voit surtout le cas de père, un grand nombre de cas de père, et Christian Martin en témoigne, mais aussi des mères. Les enfants qui sont privés d'un parent, on nous parle d'identification, on nous parle de troubles de l'identité, on nous parle de structures carencées, mais il faut voir tout simplement qu'on a brisé l'élan de l'enfant d'avoir des possibilités de contact avec ses deux parents. Parce que, si je comprends bien, le fait que très souvent le juge dise bon, vous voyez votre enfant tous les 15 jours, signifie chez celui qui a la garde de l'enfant que si par exemple un mercredi qui n'est pas prévu, il y a un très beau joli spectacle de cirque et que le père ou la mère qui n'a pas la garde veut emmener son gamin au cirque, ça fait pas partie des périodes prévues, on n'y va pas. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comme ça frappe très souvent des pères qui se confient à l'association, puisque l'association est quand même le fait de pères de famille qui semble être, et un magistrat de Montpellier me l'avait dit, l'homme c'est le plus frappé dans la situation. Moi je voudrais surtout parler de l'enfant en fait. Le problème des adultes c'est un problème très vaste et il faudrait 3 jours pour en parler. Oui, puis en plus c'est vrai que ça se résume souvent au conflit entre les adultes, c'est une histoire d'amour qui finit mal. Pardon, je vous coupe là, mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est vrai, on reproche au père d'enquiquiner la situation, de compliquer le problème, de ne pas vouloir payer la pension alimentaire, etc. Des tas de prétextes parce qu'il a cette responsabilité dans la peau de vouloir s'occuper de son gamin. Et alors c'est ces pères-là qu'on va arriver à l'association. C'est pourquoi on renvoie sur le concept de garde conjointe. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que avant de parler de cette garde conjointe, j'ai envie encore de vous interroger un petit peu. C'était intéressant de voir que Christian Martin tout à l'heure disait qu'il était normal que les enfants en bas âge soient laissés à la mère. Je voudrais aussi vous rappeler que vous pouvez nous appeler au 67 58 6000 si vous voulez vous positionner ou poser des questions. C'est ma première question. Est-ce que vous pensez que c'est normal que les enfants soient laissés à la mère? En tant qu'association, je réponds pas du tout à titre personnel. En tant qu'association, je réponds non. Pas dans tous les cas. C'est justement le problème. Pas dans tous les cas. Est-ce que ça signifie que dans la majorité des cas, ce doit être à la mère? Ou est-ce que ça signifie 50-50? Ou est-ce que ça signifie... Je ne peux pas prendre de position comme ça n'est pas possible. Il faudrait d'abord rentrer dans un équilibre des responsabilités parentales, dans une co-responsabilité des deux parents reconnus en matière de justice, pour pouvoir dire si oui ou si non, l'enfant doit être ici ou là. Parce que pour l'instant, il n'y a que des a priori, il n'y a que des partis pris installés.
Et c'est peut-être, on ne sait pas pourquoi ça bloque à ce niveau-là, on ne sait pas mais pourquoi. Quand même, dans les a priori, il y en a un qui est fondé sur quelque chose qui est en train de disparaître en France, mais qui est quand même vrai, c'est le fait que le père travaille et que la mère ne travaille pas. Et que donc laisser la garde, je me mets dans le cas contraire, laisser la garde à un père qui travaille, alors que la mère a tout le temps pour s'occuper de l'enfant et que lui va la laisser à une babysitter, ça peut poser des problèmes, non ? Je peux en témoigner pour une dame qui est venue me voir cette semaine, sous un prétexte professionnel parce qu'elle avait son métier à faire. Elle s'est mise à pleurer dans mon bureau. J'ai été très surpris. Elle voyait simplement quelques affiches d'SOS enfants du divorce. Alors je lui ai dit, qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vous demande pardon. J'avais quand même compris. C'est une femme qui s'est injectée dans la vie professionnelle d'une façon très dynamique. Je ne la nommerai pas parce qu'elle n'a pas voulu venir sur le plateau. Elle s'est trouvée rompu des contacts naturels qu'une femme pense ou doit avoir avec ses enfants. Elle a pensé surtout à sa vie professionnelle. Son homme s'est replié sur une vie peut-être plus de tâches ménagères. Enfin, il s'est mis à participer. Et puis, il y a une rupture. Bon, on n'est pas rentré dans les détails de la rupture. On parlait surtout des enfants. Qu'est-ce qui se passait pour elle ? Elle était déchirée. Son métier, sa vie professionnelle, tous les deux réclament la garde des gamins, tous les deux veulent rester en contact avec les enfants, et tous les deux travaillent, et tous les deux sont toujours occupés des enfants. Voilà le tableau. Y a ça. Mais elle pleurait parce que elle se demandait ce qu'elle allait faire. Je voudrais garder mes gamins pour moi, je voudrais les avoir à moi, disait-elle. Ça me faisait penser à Monsieur Christian Martin, parce que je voyais le père de l'autre côté qui n'est pas encore venu me voir. Et que faire ? Alors j'appelle un petit peu le barreau. J'ai été remercié de cette émission que vous m'avez consentie aujourd'hui par les avocats les plus importants de la région qui défendent les problèmes les plus cruels actuellement dont parle la presse. Tout le monde a entendu parler de l'affaire de Cathy, de l'affaire de Cédric, de ses enfants et d'une enfant. Ils ont écouté l'émission, non ? Et j'espère que les avocats l'écoutent. Ils m'ont demandé de leur donner et puis de les voir, etc. Les avocats les plus importants du barreau de Montpellier nous épaulent dans ce sens du concept de la garde conjointe avec des possibilités, bien entendu, d'adaptation parce qu'il faut jamais rien généraliser dans ces problèmes de divorce. Je vous interromps parce qu'on va être obligé de faire un peu vite. Je veux revenir à cette idée des enfants qui sont jeunes. Et par exemple, quand on regarde un film comme 3 hommes et un couffin, on voit ces bons hommes qui sont très sympathiques, ma foi, Dussolier et tous les autres. Mais enfin, ils sont quand même un peu empotés face à un bébé. Et c'est vrai que dans l'imagerie traditionnelle, c'est la femme qui sait s'occuper du bébé et ça n'est pas l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane Ditchef ? Est-ce que vous êtes un bon biberonner, vous ? Je l'ai été, oui. Je crois que les choses ont beaucoup changé en peu d'années, en 5 ans, 10 ans, 15 ans. Actuellement, il n'y a qu'à se balader dans la rue, pas quand il fait froid comme aujourd'hui, mais enfin pour peu qu'il y ait un petit peu de soleil. Pardon. Et on voit effectivement dans la rue et partout dans les boutiques, on voit beaucoup de pères qui s'occupent de leurs bébés, de leurs enfants, ils les ont dans les bras ou autre, et ça pose aucune difficulté. Donc je crois que ça a beaucoup changé. Il y a quelques temps, effectivement, on avait tendance à dire il vaut mieux que ce soit les mères qui s'occupent des petits-enfants. Maintenant, et pour l'identification de l'enfant, d'ailleurs, c'est aussi clair. Plus l'enfant est petit, plus il a besoin des 2 parents. Après, quand il est grand, il n'a plus besoin de personne. Oui, c'est ça qui est triste d'ailleurs. On va conclure avec Corinne Logiac et parler effectivement de ce concept de garde conjointe et des blocages qu'il rencontre, des blocages sociaux et légaux. Mais puisque vous parlez de ces papas et de ces nouveaux pères, je vous ai choisi une chanson très rigolote d'Alain Souchon qui s'appelle Les papas des bébés. Vous allez voir, vous en prenez plein les gencives, mais les mamans aussi d'ailleurs. Roxy Music, le vieil Elton, les papas des bébés, ça sonne. Les bébés des papas dans leur petit cafard du soir attendent l'histoire. Le loup dans la mare, mais Ranks et Rox, BMW, bisous pressés, baisers vite fait. Papa ici mais toujours ailleurs, bébé au lit léger mal au cœur. Alors les bébés se débrouillent avec leur nuit. Superman et ses embrouilles, bébé parti, se rêve sans son papa s'en va, la vie c'est comme ça. Les papas des bébés sont nuls, les papas des bébés sont nuls, c'est pour ça que dans la nuit, tous les bébés hurlent. Les papas des bébés, les papas des bébés, les papas des bébés sont nuls. Après 15 étés, 15 automnes, il prend un coup de vieux Flash Gordon. Et les papas toujours pendus au téléphone, il faut bien que les grands bébés s'assomment.
Après 15 étés, 15 automnes, les v'là qui déconnent. Bébé boit de la bière en boîte, triste, triste, et puis s'éclate. Spleen, Suzy le plaque, papa, papa, bébé patraque. Alors les bébés se débrouillent avec leur vie. Il faut bien qu'on se dépatouille de cet ennui. Ces rêveurs sans leur papa s'en vont, et moi je dis que c'est con. Les papas des bébés sont nuls, les papas des bébés sont nuls. C'est pour ça dans la nuit, tous les bébés hurlent. Ah, les papas des bébés, les papas des bébés, les papas des bébés sont nuls. Les papas des bébés sont nuls, les papas des bébés sont nuls. C'est pour ça dans la nuit, tous les bébés hurlent. Les papas des bébés sont nuls. Ah, les papas des bébés, les papas des bébés, les papas des bébés sont nuls. Les papas des bébés, les papas des bébés, les papas des bébés sont nuls. Les papas des bébés, les papas des bébés, les papas des bébés sont nuls. Les papas des bébés, les papas des bébés sont nuls. Les papas des bébés, les papas des bébés, les papas des bébés sont nuls. Les papas des bébés, les papas des bébés, les papas des bébés sont nuls. Les papas des bébés sont nuls, Alain Souchon en public. On a des appels. Curieusement, comme il y a quelques mois, les gens ne veulent pas passer à l'antenne. Alors, si vous avez des questions à poser, vous pouvez vous adresser à SOS Enfants du Divorce. Le siège dans le Vaucluse et le téléphone est le suivant, 90 85 10 92. Ou alors, le secrétariat est au 67 96 87 80 après 20h. On conclut. Parce que il est l'heure, nous avons eu une grosse partie magazine aujourd'hui. Corinne Laugier, on va revenir à ce concept de garde conjointe que vous réclamez, qui est un concept finalement où les parents se partagent l'autorité et dans le meilleur des cas aussi la garde. Pourquoi c'est quelque chose d'abord qui est ancien, enfin qui est récent, je veux dire, ça fait très peu de temps que ça a été voté, mis en place, et surtout pourquoi c'est un concept qui tarde à s'installer dans les mentalités. Mais justement, c'est l'objet de mon travail, l'obstacle à la garde conjointe. Et le premier questionnement à l'origine de ce travail a été d'écouter et de confronter tous les discours des partenaires sociaux. Et j'ai constaté que tous s'accordent à dire que la garde conjointe est nécessaire et se battent pour son application. Alors, puisque tous sont d'accord, pourquoi ce concept de garde conjointe ne parvient à aboutir dans la réalité sociale? Et j'ai élaboré à partir de là un questionnaire d'enquête. Et alors, quelles sont les conclusions de cette enquête? Bon, alors ce questionnaire d'enquête traite 3 rubriques. Comment les personnes se situent-elles en regard du partage de l'autorité parentale? Quelle est leur conception? Est-ce que leur conception dépend de leur éducation? Et s'il pouvait y avoir obstacle à la garde conjointe, est-ce que cet obstacle pourrait être pour des motifs non dits, tels que des motivations financières? Or, bon, ce qu'il ressort, c'est que premièrement, les personnes adhèrent avec un très fort consensus et une grande adhésion au concept de partage d'autorité parentale, sans différence de sexe, d'âge et de sensibilité. Les personnes que vous avez interrogées sont des personnes de tous azimuts. Oui, de tous azimuts. Mais qui ne sont pas en situation de divorce, c'est-à-dire qui sont des gens qui sont en recul, qui ne sont pas dans le conflit, qui raisonnent calmement, en fait. Exactement. Bon, c'est important de le signaler.
Et il ressort qu'il n'y a pas de raison liée à des motivations financières, sans aucune différence. Et ensuite, pour leur conception de la nature de la relation éducative, là, il y a une différence très significative. C'est que, premièrement, toutes les personnes adhèrent à l'adhésion du concept, mais là où la différence est très significative, c'est que les femmes y adhèrent davantage. C'est-à-dire que ce sont les femmes qui sont les plus favorables à une garde conjointe. Exactement. En fait. Et c'est ce qui paraît très curieux, c'est que justement les hommes sont placés sur le banc des accusés lorsqu'ils demandent la garde conjointe aujourd'hui, et que c'est justement les femmes qui sont plus prêtes à l'application. Mais est-ce que ça signifierait pas l'inverse de ce que vous êtes en train de dire, vous, à SOS Enfants du divorce, à savoir que les pères veulent se décharger en fait de l'autorité parentale à partir du moment où ils se séparent d'une femme et de ses enfants? Ils veulent bien payer la pension alimentaire, mais ils veulent plus avoir la responsabilité. Est-ce que ça n'arrive pas à le cas inverse? Non, je répondrai brièvement parce que je crois que mademoiselle Corinne Logia a encore quelques données à produire à l'auditeur. C'est simple, les pères qui consultent SOS Enfants du divorce font partie certainement de ces pères qui ont su, on dit, évoluer, ou qui ont changé, ou qui même déjà... Mais il y avait des grands-pères comme ça qui s'occupaient de mettre la veste de la petite fille quand elle allait à l'école, etc. Donc, n'allons pas dire que tous les pères se déresponsabilisent en cas de divorce, parce qu'il y en a qui tiennent à rester très proches de leurs gamins, s'en occuper, même quand ils sont tout petits. Non, on va reprendre alors votre enquête. Donc, ce sont les mères qui sont favorables à la garde conjointe. Oui. Et les pères, en majorité, donc, ne le sont pas. Ils sont favorables à la garde à qui? À la mère ou au père? Les pères ne se situent pas pour ou contre, et c'est justement là où se situe la différence, c'est que ce n'est pas une différence entre les hommes et les femmes, c'est une différence qui est très apparue au niveau des résultats du questionnaire, c'est que c'est une différence entre les jeunes et les au-delà de 24 ans. Donc c'est une question de génération, oui, en fait, exactement. et de mentalité. Oui, et c'est la question qu'on peut se poser, c'est que c'est toujours présenté en tant que conflit sexiste et combat sexiste, et justement là ce qui ressort, c'est que ce n'est pas un combat sexiste, c'est que justement un conflit plutôt de génération. Alors Corinne, j'imagine que les générations plus anciennes sont pour la garde non conjointe et les générations plus jeunes pour la garde conjointe. Exactement. Oui. Alors là, on peut se questionner. Est-ce justement parce qu'ils sont jeunes et qu'ils ont envie de faire bouger ce qui se passe aujourd'hui et qu'ils sont confrontés à l'évolution, ou alors est-ce que parce qu'ils justement ils sont jeunes et que plus tard ils rejoindront l'idée qui de leurs parents. Voilà, oui, c'est ça. On connaît les phrases célèbres sur les gens sur la jeunesse qui évolue. D'après mais en fait, on peut répondre à cette question que je viens de poser. D'après la façon dont les gens se sont positionnés sur une tranche d'âge aujourd'hui de 40-50 ans, pour une adhésion très forte à la garde conjointe, on peut dire que les jeunes portent en eux ce changement qui tend à venir. Hein. Ce sera ma dernière question. Est-ce qu'aussi il y a des différences sociologiques? Parce qu'on sait que les gens qui s'intéressent au principe de garde conjointe sont des gens qui s'intéressent à la psychologie de l'enfant. Donc sont des gens qui ont réfléchi, qui ont abordé des sujets comme la psychologie, qui se sont intéressés à l'équilibre de leur enfant, etc., qui pourraient appartenir à des classes, entre guillemets, un petit peu plus favorisées. Est-ce qu'il y a des différences sociologiques dans les choix et les manifestations? Est-ce que vous vous êtes intéressé à ça? Sur les différences... Non, le questionnaire ne faisait pas apparaître... Parce que ça pourrait être intéressant quand même de voir... on parle de garde conjointe, on parle d'intérêt de l'enfant, on parle de psychologie de l'enfant. Tout le monde n'en parle pas en fait de ce genre de choses. Parfois, les choses sont situées de façon peut-être un peu plus simple. Je vais vous laisser la conclusion, Corinne Logia. Vous êtes extérieure à tout ça, vous n'êtes pas mariée, vous n'avez pas d'enfant. Donc c'est bien de laisser la conclusion à quelqu'un qui a fait une étude sur le sujet. À votre avis, la principale cause de rejet et de retard de ce concept de garde partagée, on pourrait l'appeler aussi comme ça, provient de quoi? Conjointe? Vous préférez le terme conjointe? Non, ce qui ressort donc, c'est que ce sont les partenaires sociaux se battent pour l'application. Les personnes, dans l'opinion publique, les personnes sont demandeuses et on sent très bien qu'elles en ont besoin parce que le questionnaire faisait apparaître un discours implicite et on s'est rendu très bien compte par rapport à des faits précis, les personnes avaient vraiment besoin de cette application. Alors donc ça ne coince pas au niveau
au niveau de l'opinion publique, ni au niveau des gens qui se battent dans la réalité sociale, mais ça coince ailleurs. Mais où ça, c'est peut-être l'objet d'une autre investigation. Je vais vous laisser conclure vous aussi, Stéphane Ditchev. Qu'est-ce que vous voudrez dire en dernier lieu? J'aurais bien ajouté à la fin de la phrase de Corinne Loggia que ça paraît très simple d'ailleurs. Ce qui freine, c'est tout simplement le poids des institutions, les habitudes, et que actuellement les jeunes, certainement vont un petit peu faire évoluer, tout simplement parce que beaucoup plus maintenant qu'avant, on est parents et on désire le rester à part entière, même si on se sépare. Et puis c'est tout. Alain Boutier. Oh, je ne veux pas relancer le débat parce que je crois que beaucoup de choses je vous demande ont été de conclure. dites. Eh bien, écoutez, je crois que je vais conclure par une phrase qui démontre des obstacles assez graves concernant la garde conjointe ou l'équilibre de l'enfant, ou ce qu'on appelle l'enfant déchiré, l'enfant du divorce. J'ai lu une phrase dans la presse il y a peu de temps qui m'a beaucoup choqué parce que j'ai finalement, en quelques années, enrichi mon expérience de beaucoup de confidences. Je vais aller un petit peu plus vite, vous me le demandez. Cette phrase est la suivante, écoutez-la. L'enfant culpabilise et s'interdit d'aimer sa mère pour faire plaisir à son père. Voilà comment on démontre qu'un enfant doit vivre chez sa mère uniquement. C'est étonnant, c'est un père qui demande la garde, c'est une enfant qui veut rester en contact avec son père, et on dit l'enfant culpabilise et s'interdit d'aimer sa mère pour faire plaisir à son père. Je crois qu'il faut réfléchir à ça. Il y a beaucoup d'obstacles à la garde conjointe. Je vous remercie d'être venu, Corinne Loggia, Stéphane Ditchev, Alain Boutier et Christian Martin. Je rappelle que vous vous intéressez au divorce et au concept de garde et de garde conjointe. Nous avons eu des appels qui ne sont pas passés à l'antenne. Je donne donc les 2 numéros de téléphone où vous pouvez joindre SOS Enfants du Divorce si vous avez vos questions à poser. 90 85 10 92 ou 67 96 87 80. J'imagine que comme la dernière fois, vous allez avoir des gens qui vous attendront à la sortie de Radio France, 9 rue de la République. J'espère que cette fois-ci aussi, les grands avocats dont vous parliez tout à l'heure nous ont entendus et d'autres. Je vous remercie d'être venus. Il est 10h27 sur Radio France Héros. La partie magazine de Cocotte Minute aujourd'hui a été longue puisque nous avons reçu la Caisse régionale d'assurance maladie. Nous avons parlé de la bronchite et ensuite du divorce et des problèmes de garde. Dernière chanson pour illustrer notre partie magazine, Michel Delpech, Le fleuve qui coule en silence. Ta voix sur le magnétophone. Quelqu'un a dû me l'effacer. C'était mon dernier souvenir. De toi, je n'ai rien pu garder. Tu n'es plus là, plus là, tu es pour moi le fleuve qui coule en silence. Tu t'en vas de plus en plus vers l'océan lointain. Fera tomber la neige. Tes traits vont devenir plus flous. Tu vois, si tu devais mourir, moi seul n'en saurais rien du tout. Tu n'es plus là, plus là. Tu es pour moi le fleuve qui coule en silence. Tu t'en vas de plus en plus vers l'océan lointain. Qui coule en silence, tu t'en vas de plus en plus vers l'océan lointain.
plus.